quand écrivez-vous? Depuis que j'ai 13 ans. Donc ça fait bien longtemps que j'ai commencé. Voilà, mon premier texte était pour mon grand-père, maternelle. Et je l'ai écrit à sa mort en fait, c'est ce qui a déclenché l'écriture chez moi. Et puis après, j'ai jamais arrêté. C'était de la poésie déjà? C'était déjà de la poésie, ouais. Ouais, c'est venu comme ça, tout seul. Voilà, simplement l'émotion en brut après son décès, quoi. Et c'est sorti comme ça. Et du coup, je suis parti, voilà, ça a été le début d'une longue, on va dire, je sais pas, enfin, d'une longue écriture qui n'est toujours pas terminée. Alors la première publication en revue, elle a été en France, et en livre, elle a été en Belgique. Ça s'est fait comme ça, c'est l'opportunité. Hein. À l'époque, je travaillais pour la Maison de la Poésie de Nantes. Et puis, de fil en aiguille, je me suis retrouvé édité par la Maison de la Poésie belge, d'Amet. Donc voilà. Et puis voilà. Puis après j'ai été édité en France. Et le premier texte en revue a apparu dans la revue À Contre-Silence, qui était animée par Christian Bilting et Jean-Noël Guéhenno à l'époque. Voilà. C'était un appel à texte ou c'est vous qui les aviez rencontrés? C'est moi qui les avais rencontrés lors du premier printemps de la poésie, en fait, qui existait. Moi, je suis allé tout fébrile avec mes petits textes et tout penauds, et je leur ai posé la question de l'édition, quoi. Donc, en leur laissant quelques textes. Évidemment, ils ne m'ont pas donné de réponse tout de suite, et voilà. Je l'ai su que quelques jours après, sans doute. C'était un grand bonheur, quoi. Est-ce que le passage en revue est obligatoire quand on est dans le domaine de la poésie, qui est quand même très spécifique? Il est indispensable, au moins au début. Après, quand votre nom est un petit peu connu, rentre un petit peu dans les têtes, c'est beaucoup plus facile d'avoir accès à un éditeur qu'autrement, parce que l'édition de poésie connaît des difficultés de distribution, de diffusion, qu'il est difficile d'avoir accès au lecteur. Et un auteur inconnu, totalement inconnu, se vendra avec grande difficulté, c'est clair. Aujourd'hui, vous en êtes à combien de publications en livres? Aucune idée, je pense une quinzaine, 15, 16, 17, dans ces eaux-là, quoi. Vous avez navigué entre plusieurs éditeurs? Oui. Ouais, ça c'est aussi indispensable en poésie. Alors avec un éditeur quand même plus ou moins fidèle, avec qui j'ai fait 4 livres, qui sont les éditions Clarisse, qui sont basées à côté de Dieppe. L'éditeur est devenu un ami d'ailleurs, avec le temps, même assez rapidement en fait, puisque c'est lui qui est venu me chercher au départ. Et voilà, j'ai fait 4 livres avec eux, dont un collaboratif, consécutif à la mort de Julien Gracq en 2007, qui a été un déclencheur d'écriture pour 3 personnes, dont moi. Parce que pour les 3 personnes, Julien Gracq était un auteur important dans notre trajet de vie et dans notre construction d'écrivain, d'auteur, voilà, quoi. On parle d'éditeur, vous avez fait le choix à un moment de devenir vous-même éditeur. Quel était le point de départ de cette démarche? La Maison de la Poésie aussi, pour laquelle j'œuvrais encore à l'époque. Et en fait, on recevait beaucoup. À l'époque, je travaillais avec Alban Gelé dans cette Maison de la Poésie, et on recevait beaucoup de textes de gens qui nous disaient on se fait arnaquer à la pensée universelle, on se fait arnaquer, etc. à compte d'auteurs. Et puis la difficulté aussi pour les jeunes auteurs de pouvoir s'exprimer devant un public, ou de pouvoir avoir la chance d'être édité, a fait que progressivement j'en suis arrivé là. On est d'abord passé par un cycle de lecture parrainé, chapeauté par la Maison de la Poésie, qu'on organisait rue de l'Héronnière, où on faisait venir en fait un auteur reconnu qui parrainait un auteur novice. Et puis après, je me suis dit, merde, allez, on franchit le cap, et puis tant pis, on va se lancer dans le bain de l'édition. Donc j'ai pris mon téléphone, je suis allé voir mon ami Louis Dubo,
qui à l'époque s'occupait des éditions L'Idée Bleue, enfin Le Dé Bleu, et m'a donné quelques tuyaux, quelques conseils pour cadrer la construction du Chakitous, des éditions Chakitous, et puis me lancer dans le grand bain, quoi. Donc, comme il avait plaisir de le dire, le Chakitous est un surgeon du Dé Bleu, c'est clair. Voilà. La maison a été créée quand? En 96. Et vous en êtes à combien de publications? Aucune idée. Aucune idée parce que officiellement on publie 3 livres par an. Là ça a été variable aussi. On est resté à 3 toujours. Mais à côté de ça, j'ai fait beaucoup d'interventions dans les écoles, collèges, lycées, avec derrière une publication. Pendant 2-3 ans, j'ai proposé, parce que les programmes scolaires s'y prêtaient, aux classes de seconde de suivre le schéma du livre. Donc les élèves écrivaient, ensuite je choisissais avec leur professeur de français un texte chacun, et ensuite je leur faisais faire la mise en page à partir du logiciel, travailler en CDI ou en classe. Et ensuite on allait voir les 2 premières années, parce que mon imprimeur était sur Nantes, donc c'était facile. Après ça n'a plus été possible, il a déménagé. Mais nous sommes allés voir l'impression de la couverture avec les élèves, donc c'était pas mal. Donc voilà, 3 livres par an, plus pas mal de bouquins publiés dans le milieu scolaire, dans le cadre scolaire, voilà, pendant plusieurs années. Bon, maintenant, le Chakitous est en sommeil. Je prends une pause, j'ai fêté les 20 ans en 2017, avec pas mal d'auteurs invités. J'ai fait venir à peu près une quinzaine d'auteurs entre septembre et décembre 2017, en partenariat avec le Théâtre de la Ruche et la librairie Durance. Et puis après, je me suis arrêté un petit peu, voilà, pour diverses raisons. J'ai mis la maison en pause, on va dire. Alors, il faut remonter à la création du Chakitous. À l'époque, Thierry me contacte parce qu'il voulait créer une maison d'édition avec 2 amis à lui, dont un que je connaissais assez bien, qui s'appelait Laurent Lincoln. Et donc, je les ai invités à la maison. On a fait un repas mémorable qui s'est étalé presque sur toute la nuit, à parler d'édition, à parler de comment le Chakitous s'est mis en place, comment leur donner des tuyaux, des envies aussi, des définitions de projets de lignes éditoriales, des choses comme ça, enfin voilà. Et j'avais oublié ça, et quand j'ai retrouvé Thierry pour Lumière Brûlée, il me l'a rappelé un jour quand on s'était donné rendez-vous au café, et du coup ça m'est revenu effectivement à l'esprit. Il était là avec les 2 autres, et voilà, donc ça remonte à 20 et quelques années, quoi. C'est pas récent. C'est la fin d'un cycle en fait, ce livre. C'est la fin d'un cycle de 3 livres qui racontent le déroulement, l'histoire d'une histoire d'amour. Donc le premier s'intitule Le creux de ton sommeil. Il a été édité aux éditions Groutel. Il en existe presque plus d'exemplaires maintenant. C'est un livre qui raconte l'innocence de la naissance de l'histoire d'amour, un petit peu ce côté beau, aveugle, etc. etc. Voilà. Et il y a une deuxième partie qui aurait dû être éditée aux éditions Soc et Foc, qui a été mis en page, maquettée, illustrée par Jasmine Viguier. Et puis les éditions Soc et Foc ont mis la clé sous la porte. Progressivement, ils ont commencé par arrêter, parce qu'ils n'avaient plus les moyens financiers, de publier les livres qu'ils avaient prévus. Et donc du coup, ce 2e volume est resté sous forme de maquette. Donc, la maquette est prête, elle est construite. Et Jasmine et moi, on s'est dit qu'un jour on trouverait sans doute un éditeur pour éditer ce deuxième volume. Voilà. Et donc Lumière Brûlée, c'est la fin, donc c'est la rupture, ouais, effectivement. On a la naissance, l'épanouissement et la rupture. Voilà, pas facile, j'en conviens.
Pas facile, parce que les ruptures, c'est jamais facile. Et puis ça vient des tripes, oui, c'est clair. C'est une bonne question. Je crois quand même pas. Je crois quand même pas. Il n'y a rien qui s'oppose là-dedans, parce que la lumière, elle est toujours incandescente finalement. Et cette incandescence la brûle. Et ici, ce qui est brûlé, c'est la lumière de l'amour, hein, qui rejoint quelque part l'amour est aveugle, ce côté aveuglant. Enfin, il y a un jeu comme ça, je ne saurais pas l'expliquer, hein, parce que bon, voilà. Mais il y a un jeu comme ça entre la lumière, l'incandescence de cette lumière qui finit par se dévorer elle-même, et puis cet aveuglement qui est lié à elle. Mais non pas un oxymore. Votre livre est illustré par votre fille? Oui. Ça peut paraître surprenant de faire appel à sa fille pour illustrer un livre d'une rupture, justement. Quelque chose qui est peut-être plus du domaine de l'intime et de l'homme. Là, c'est le papa qui, du coup, se retrouve à travailler avec... Ouais, mais j'ai un rapport assez intime avec ma fille. Donc, ça ne m'a pas vraiment posé de problème. Et puis, ça ne lui a pas vraiment posé de problème aussi. Elle a accepté le projet sans sourciller. Elle en est même très contente. Hein. Et puis, ça a été son premier projet. Et super d'ailleurs de la part de Thierry qu'il ait pu accepter effectivement ces illustrations. Parce que pour cette jeune fille, d'autant à l'époque, hein, puisqu'il faut remonter 2 ans en arrière, 2 ans et demi en arrière, à l'époque c'était d'autant plus important pour elle. Justement, c'est sa sœur. En grande partie, oui. Ouais. Comme je disais tout à l'heure, c'est une question d'émotion, la poésie. Et c'est en grande partie une question d'autobiographie aussi, bien sûr. Alors, je ne dis pas que tout est autobiographique, c'est clair. Mais il est évidemment basé sur ma vie, quoi, sur une partie de ma vie. Mais ça permet de repartir, justement, de retrouver les mots, des moments de sa vie où on n'a plus les mots, où tout semble avoir été dit. Non, ça permet de clore quelque chose qui devait sortir, en fait. Qui devait sortir, qui devait finir, quoi. Qui devait, j'allais dire naître, mais non, enfin, s'expurger, quoi. Quelque chose qui doit sortir. Et puis, c'est vrai que les histoires d'amour, on retient souvent le début, parce que c'est merveilleux, et on retient souvent éventuellement l'épanouissement, parce que c'est merveilleux, mais on ne veut jamais voir la fin. C'est quelque chose qui, voilà. Et la fin, c'est toujours violent, c'est toujours troublant, c'est toujours dérangeant, même quand on en vit soi-même. Mais là, j'ai envie de dire, on touche à quelque chose qui est plus concret, plus réel, plus peut-être plus palpable dans la vie des gens. Parce qu'encore une fois, c'est quelque chose d'intime, de très intime. La rupture, c'est toujours quelque chose de très intime. Et pourtant, toutes les ruptures sont aussi universelles, c'est-à-dire qu'elles ont toutes ce point commun qui est cette faille, ce gouffre qui arrive et qui perturbe complètement tous les repères, qu'on peut avoir dans sa tête.